Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Alors j'ai prévu une présentation que j'ai intitulée Histoire de l'approche biologique en psychologie sociale. C'est un titre en fait très présomptueux parce que ça va être, je ne vais pas présenter l'histoire complète de cette perspective parce que je pense que ça prendrait plusieurs semaines. Ouais, pardon. Avant d'aller plus loin, je voudrais évidemment remercier toutes les personnes qui ont organisé cet événement. On a été très bien accueillis, donc merci beaucoup. Puis l'université et la MSH qui nous hébergent. Et évidemment la DRIPS qui encadre cet événement. Voilà, on en parlait avec pas mal de collègues hier. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir une association scientifique aussi dynamique et de pouvoir avoir des temps d'échange comme ça, un petit peu histoire épistémo, qui permettent de réfléchir ensemble sur les pratiques et qui viennent compléter un petit peu. Donc on a eu beaucoup de réflexions hier et aujourd'hui sur les nouvelles pratiques de recherche, etc., avec des aspects méthodologiques, on parle de taille d'échantillon, etc. Mais en fait, on ne peut pas faire avancer la discipline si on reste que sur des aspects méthodos, les aspects de théorique, épistémologique, etc. Il faut qu'on y fasse attention. Donc c'est pour ça que je suis très content que cet événement existe et je suis très heureux de pouvoir y participer. Donc merci beaucoup. Alors, approche biologique en psychologie sociale. Alors, je vais diviser ma présentation en 4 parties. La première partie, je vais essayer d'expliquer ce que j'entends par biologique exactement pour éviter toute ambiguïté dans l'interprétation de cette présentation. Dans une deuxième partie, je ferai un focus sur la perspective de Zions, qui est notamment pendant une dizaine d'années, des années 65 à 75, qui a, comme vous le savez, produit un certain nombre d'expériences sur des animaux non humains. Et j'ai choisi de me focaliser là-dessus parce que, donc vous verrez dans la présentation, il a une perspective très particulière dans l'approche de l'expérimentation animale en psychosocial, que je trouve tout à fait constructive, et c'est pour ça que je voudrais m'attarder là-dessus. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, donc dans une troisième partie, je vous donnerai un petit peu des exemples de ce qui a pu se faire, et notamment en France, dans le champ de l'expérimentation animale au sens large, en psychosocial, et de voir quelles ont été les évolutions, même internationales, sur l'impact des études chez les autres êtres vivants en psychosocial. Et puis à la fin, j'essaierai de faire une sorte de petite perspective sur ce qui se fait maintenant et quels sont éventuellement les projets et les perspectives par la suite qu'on peut attendre à ce niveau-là. Alors pour commencer, biologique, qu'est-ce que j'entends par là? Alors je vais commencer par un petit schéma que vous connaissez probablement toutes et tous, ou presque, puisqu'ils sont dans les manuels. Alors ça, c'est issu d'un manuel de Liory, mais il me semble qu'à la base, c'était Reclin qui avait proposé ces visualisations-là. Alors, comme toute proposition, elle a ses avantages et ses inconvénients. Moi, pour cette présentation, cette visualisation, c'est plutôt un inconvénient, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un schéma qui fait une opposition sociale et biologique, ce qui peut être pratique dans certains cadres et ce qui ne va pas être pratique pour moi aujourd'hui, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que cette visualisation, elle part d'une définition du biologique qui est en fait plutôt une définition du biologique sous une forme soit réductionniste, soit sous une forme un peu fixiste. C'est-à-dire que la biologie, dans cette perspective, ça concerne soit les niveaux d'organisation inférieurs à l'organisme, par exemple la physiologie, la génétique, la biologie cellulaire, soit les choses qui sont un peu fixées. Par exemple, l'éthologie, si elle se retrouve de ce côté-là, à mon avis, c'est parce qu'initialement, elle s'est beaucoup intéressée aux instincts. Et donc, par rapport aux choses qui étaient sociales et qui pouvaient beaucoup changer, les choses qui étaient biologiques, dans cette perspective, elles ne changeaient pas beaucoup. Mais ça pose des problèmes parce que si on regarde maintenant tous les travaux d'éthologie contemporains, il y a une grande partie de travaux d'éthologie qui sont des travaux en fait d'éthologie sociale et qui devraient se retrouver de l'autre côté. Donc cette perspective-là prend un parti pris sur la définition de la biologie qui n'est pas celui que je vais prendre maintenant. Le parti pris que je prends aujourd'hui sur cette présentation, en fait, c'est simplement de situer la psychosociale au sein du vivant. Donc c'est vraiment prendre la biologie au sens le plus, on va dire, basique du terme. C'est qu'on s'intéresse non pas seulement aux humains, donc en fait c'est prendre une perspective qui n'est pas une perspective science humaine, mais une perspective science du vivant pour étudier la psychologie. Alors là, on se concentre sur la psychosociale parce que c'est ce qui m'intéresse et j'imagine c'est ce qui vous intéresse vous aussi. Quand on doit définir la psychologie plus largement, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le côté science sociale, on ne sait pas bien où on la situe. Mais en psychosocial, le gros avantage, c'est qu'à mon avis, on peut imaginer un quasi-consensus sur le fait que la psychosociale est une science sociale. Donc là-dessus, je vais rester sur le fait que c'est une science sociale.
Mais par contre, sur le côté sciences humaines, eh ben, là, la perspective sur laquelle j'aimerais discuter aujourd'hui, c'est le fait qu'on peut aussi avoir un abord avec une perspective sciences du vivant. Ça veut dire qu'on a une perspective qui est biocentrée et qui n'est pas anthropocentrée, dans cette perspective-là. Qu'on essaie de ne pas faire de hiérarchisation au sein du vivant, autant que faire se peut, mais c'est difficile et souvent on n'y arrive pas. C'est une perspective, et j'insiste là-dessus, qui n'est pas réductionniste. Ça veut dire que la perspective biologique dont j'ai envie de parler aujourd'hui, ce n'est pas une perspective qui va réduire les organismes à des niveaux d'organisation inférieurs. On ne va pas chercher systématiquement à expliquer de la cognition ou du comportement par des hormones, par des gènes, etc. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse là. C'est juste situer les comportements, la cognition et les émotions dans le vivant. C'est juste ça. Donc, il n'y a pas de réductionnisme a priori dans cette perspective. Et du coup, on s'affranchit de l'opposition nature-culture et de l'opposition biologique-sociale, puisque en fait, tout est nature. La culture fait partie de la nature. Les transmissions d'informations entre les sociétés, à travers les sociétés, font partie de la nature. Et en fait, le social est un phénomène biologique parmi d'autres. Les interactions sociales des organismes font partie du monde du vivant, font partie du monde biologique. Donc ces oppositions n'ont plus lieu d'être dans cette perspective. Alors quand je parle de niveau d'organisation, donc c'est des niveaux d'organisation qui sont assez connus. Alors la résolution n'est pas excellente. Nous, en psychologie, en général, notre niveau d'organisation, il se situe par là. Les organismes, on étudie des organismes. Même les gens qui font des sciences humaines étudient des humains qui sont des organismes. Donc notre niveau d'organisation de prédilection, il est ici. Et en psychosocial, on tire un peu plus vers la droite. Des fois, on va regarder les interactions avec les autres organismes, les populations, voire les communautés, etc. Et même les gens qui font de la psycho de l'environnement vont peut-être même un peu plus loin. Mais globalement, voilà, la psychologie, elle est centrée sur l'organisme. Et puis après, il y a des gens qui font de la psychophysiologie qui vont un peu plus vers la gauche des fois, et des gens qui font de la psychosociale qui vont un peu plus vers la droite, et des gens qui font de la psychophysiosociale et qui vont un peu partout, pour résumer. Mais en fait, pour vous dire que la biologie, en fait, du coup, elle fait feu de tout bois, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que n'importe quel de ces niveaux d'organisation concerne la biologie. Les gens qui font de l'écologie, ils sont plutôt à droite, les gens qui font de la génétique, ils sont plutôt à gauche, et tout ça, c'est de la biologie. Donc, quand je parle d'une perspective biologique pour la psychosociale, c'est de se dire qu'on se situe à un niveau d'organisation, un certain niveau d'organisation, de même que d'autres disciplines de la biologie. Pour continuer à lever les ambiguïtés, du coup, aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, ce n'est pas de neurosciences sociales ou de psychophysiologie sociale. Donc, on ne va pas chercher à aller regarder les niveaux d'organisation inférieurs. On va simplement s'intéresser, comme je vous le disais tout à l'heure, à une perspective psychosociale dans une approche sciences du vivant. Cette distinction, elle est importante parce que, en fait, dans les exemples que je vais vous donner sur les perspectives de Zions entre 65 et 75, en fait, Zions, il a tellement fait de choses qu'il a eu à la fois sa période, on va dire, psychophysiologie et sa période biopsychologie qui ont été des thématiques différentes et des approches différentes. Alors, j'ai mis ce même un petit peu caricatural, mais j'aime beaucoup la psychophysiosociale. La question, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur la partie du bas. Et pour peut-être un effort épistémologique supplémentaire, on remarque aussi souvent que, finalement, dans la pratique, les neurosciences sociales et la psychophysiosociale, aujourd'hui, sont en fait très anthropocentrées encore. Donc, ce n'est pas parce qu'elles semblent biologiques qu'elles ne sont pas anthropocentrées. Ça veut dire que ça reste très souvent des sciences humaines qui s'occupent des humains, mais qui vont chercher à des niveaux d'organisation inférieurs. Avec en supplément, souvent en neurosciences sociales, une perspective très cerveau-centrée. Ça veut dire que le fait de s'inscrire dans une perspective soi-disant biologique n'évite pas l'anthropocentrisme nécessairement, et n'évite pas non plus le cerveau-centrisme. Et ce cerveau-centrisme qui peut avoir probablement certains intérêts, je ne dis pas le contraire, mais peut avoir aussi certains biais d'interprétation des comportements, des émotions. Et donc là, moi j'aimerais qu'on se situe dans le vivant, mais aussi au niveau de l'organisme, et pas simplement se dire la psychologie, c'est dans le cerveau et c'est tout, quoi. La psychologie, c'est les organismes tout entiers. CF, une perspective qui a été proposée par les propositions de l'embodiment il y a déjà pas mal d'années au final. Alors, est-ce que cette perspective, elle est compatible avec les définitions de la psychologie, finalement Alors,
il y a la question de la compatibilité et puis il y a la question de la fréquence. Donc la perspective de l'approche biologique en psychologie sociale, c'est une perspective extrêmement minoritaire, d'accord ? Donc il y a des personnes qui aujourd'hui, hier, ont fait des présentations qui ont dit pourquoi je vous parle de ça, parce que c'est très important dans la littérature. Moi, pourquoi je vous parle de ça, parce que c'est pas du tout important dans la littérature. C'est tout à fait l'inverse. Alors, il y a certains auteurs qui, implicitement, vont considérer qu'il est possible d'avoir une psychologie qui n'est pas humaine. Dans cet abstract d'article, qui est un abstract d'un article que j'aime beaucoup, qui est sorti en 2010, qui est un des premiers qui traite des problèmes d'échantillonnage, enfin des premiers contemporains, qui traite des problèmes d'échantillonnage qu'on a en psychologie sur les échantillons weird. Et cet article-là, dès l'abstract, il fait un choix très intéressant. Il dit, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de psychologie humaine. Donc ça veut dire qu'implicitement, il se dit, OK, il y a une psychologie pas humaine, mais là, on va se concentrer sur la psychologie humaine. Donc, dans les travaux sur les problèmes d'échantillonnage, certains articles fondamentaux reconnaissent que c'est possible qu'on ait une psychologie pas humaine. Et d'autres articles sur le même thème, celui-là plus récent, semblent moyennement d'accord et se dire que finalement, on a presque une tautologie dans la phrase, un abstract qui nous dit qu'en fait, la psychologie devrait s'occuper de psychologie humaine. Donc là, sur la définition, on a un petit couac éventuellement. Mais voilà, ça très loin de faire consensus, et souvent ça fait pas du tout consensus, le fait de considérer qu'on peut avoir une approche psychosociale dans le vivant. Alors ici, une copie d'écran d'un ouvrage que j'aime beaucoup de Sylvain Delouvet, sur la psychosociale, où sur l'introduction de ce bouquin de psychosocial, de ce manuel, il y a une grande perspective historique, épistémologique sur les définitions. Et donc là, je pense que vous voyez très bien avec cette super résolution. Sylvain fait une sorte de liste de plusieurs définitions de la psychologie sociale proposées dans plusieurs manuels, finalement, à différentes époques. Et on se rend compte qu'en fait, volontairement ou non, beaucoup de définitions ne mettent pas l'humain dedans. C'est-à-dire que souvent, on va parler d'individus. Et les individus, ça peut être autre chose que des humains. En tout cas, si on écoute les gens qui s'intéressent à ces questions, notamment en philosophie, un individu peut tout à fait être quelque chose qui n'est pas un humain. Ça peut être un autre animal, par exemple. Donc, parmi toutes ces définitions, il y en a quelques-unes qui mettent les humains dedans, mais beaucoup qui ne les mettent pas. Donc, j'en profite. Vu qu'il y a un oubli de la part des définitions, je considère que c'est OK de mettre d'autres êtres vivants dans la psychosociale. Argument nécessaire et suffisant, s'il vous plaît. Voilà. Alors quand même, on a des problèmes de définition. C'est compliqué de définir les disciplines, mais on n'est pas les seuls. Je vous donne un petit exemple. Très régulièrement, le CNRS publie des rapports d'activité pour chacune de ces sections. Et dans la section 26, qui est la section de la psychologie, il y a aussi l'éthologie dedans. Et à ce document a participé une chercheuse que j'apprécie beaucoup ses travaux, c'est Audrey Dussutour, qui se définit comme éthologue et qui définit l'éthologie dans ce rapport comme l'étude des comportements animaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, Audrey Dussutour, en fait, elle travaille sur une espèce qui s'appelle le Physarum polycéphalum depuis plusieurs années maintenant. C'est le blob, qui n'est pas du tout un animal. Donc on a une éthologue qui définit traditionnellement l'éthologie comme l'étude des comportements animaux, mais qui travaille plus vraiment sur les animaux. Donc vous voyez que quelles espèces sont concernées par quelle discipline ? En fait, il n'y a pas qu'en psychologie qu'on peut avoir des débats, mais en fait, l'éthologie a des soucis, à mon avis, similaires. Donc voilà pour la petite introduction et pour des définitions rapides et qui manquent éventuellement de rigueur, mais on pourra en rediscuter. Je ferai face aux critiques par la suite. Et maintenant, dans cette deuxième partie, donc, j'aimerais vous parler de la perspective de Zions, qui a été notamment mise en place entre 65 et 75. Et pour vous parler de quelques éléments de son travail, je vais me baser sur 2 articles qui ont été publiés en 2010. En fait, il y a eu plusieurs articles qui ont été publiés dans Emotion pour rendre hommage aux travaux de Zions, donc par toutes les personnes qui ont travaillé avec lui ou sous sa direction. Et il y a 2 articles notamment qui décrivent en fait la pensée de Zions en termes de biopsychologie et notamment de biopsychologie sociale. Alors moi, j'ai découvert ces travaux-là quand j'étais étudiant en licence de psychologie, en psychosocial. Les travaux sur la facilitation sociale que vous connaissez toutes et tous, où on met des cafards dans un labyrinthe. Soit ils doivent aller tout droit dans une condition et dans une autre condition, ils doivent tourner.
Et en fait, le but du jeu, normalement, pour eux, c'est de fuir la lumière en allant se réfugier à l'obscurité. Donc on a deux conditions. Soit on va tout droit, qui est censé être une tâche facile avec une réponse dominante, soit on est censé faire un virage, c'est une tâche plus difficile et une réponse non dominante. Et l'autre variable qu'on a, c'est la présence ou non d'autres cafards dans le labyrinthe. On a des chambres d'observation d'audience, et soit les cafards sont seuls, soit ils sont en condition audience. L'idée étant, je ne vous apprends rien ici, que normalement, la présence d'autrui devrait faciliter la performance dans le cadre d'une réponse dominante, une tâche simple, mais qu'elle devrait diminuer la performance dans le cadre d'une tâche compliquée. Donc, selon les conclusions de l'article de l'époque, c'est effectivement ce qui est observé. Moi, personnellement, je trouve que c'est une expérience qui est très élégante et très astucieuse. Et même s'il y a quelques soucis méthodologiques dont on pourra discuter plus tard, je suis extrêmement fan de ces travaux-là. C'est un peu une référence pour moi. Donc, voilà. Alors, Zions, on connaît bien ses expériences sur les cafards, mais il en a fait d'autres. Il a fait, par exemple, des expériences sur les effets de préférence, simple exposition chez d'autres animaux, par exemple chez les poussins. Et c'est assez marrant parce que finalement, ces expériences, elles ont été motivées par des travaux d'éthologie à la base. Il connaissait les travaux d'éthologie sur l'empreinte et il se disait, c'est un peu bizarre en fait, il y a des poussins qui voient quelque chose et du coup, vu qu'ils voient quelque chose de manière très précoce, en fait, ils vont suivre le truc qu'ils préfèrent. Et Zions, il trouvait que c'était pas très élaboré comme protocole et qu'il y avait potentiellement soit d'autres explications possibles, soit des modalités qui n'étaient pas prévues. Donc il a refait des expériences en présentant des stimuli à des jeunes poussins qui n'avaient pas encore eu l'effet d'empreinte. Il présente des stimuli pendant soit 8 heures ou 16 heures ou 0 heure. Et puis ce qui conclut, c'est que finalement, la préférence, on va dire, des poussins, elle va se mener vers les stimuli pour lesquels il a été exposé le plus longtemps. Donc on voit que finalement, il utilise des paradigmes et des cadres de réflexion qui sont plus communs en psychosocial pour aller approfondir des travaux qui initialement étaient des travaux d'éthologie. Donc il a fait des expériences sur plein d'animaux différents, dans plusieurs contextes psychosociaux différents. Et moi, ce qui m'a assez passionné quand j'ai lu les deux articles qui relataient ces travaux, c'est qu'en fait, il a une perspective très particulière pour l'étude on va dire de la psychosociale non humaine et de la psychosociale en général. C'est qu'il considère vraiment, lui, ce qui l'intéresse, c'est les processus, c'est les mécanismes. C'est comment, en fait, qu'est-ce qui se passe quand un organisme est en train d'interagir avec un autre organisme. Et pour lui, c'est ça la psychosociale. Et ce qu'il nous dit dans cette citation, c'est qu'en fait, si la psychosociale, elle se confine à l'étude des humains, et en fait, elle regarde qu'une toute petite partie finalement de tous les phénomènes psychosociaux qu'on pourrait étudier. Donc finalement, on a autrement dit un problème d'échantillon. On se restreint à un échantillon d'humains, et ce qui pour lui est problématique. Donc ça, c'est le premier élément, c'est qu'il considère finalement que en fait, les humains ne devraient pas être les seuls à être étudiés par la psychologie sociale. Et on le voit par exemple, alors ça c'est un tableau qui montre la fréquence d'apparition de certaines espèces dans ces articles théoriques ou ces articles d'opinion, de position, etc. Et on se rend compte que Zions fait un effort pour essayer de mettre le plus possible de diversité biologique dans ses argumentations sur les phénomènes psychosociaux qui l'intéressent, par exemple sur la facilitation sociale. Donc que ce soit des singes, des dauphins, des oiseaux, des tortues, voilà, il essaie de mettre tout ce qu'il peut dedans pour avoir, en fait c'est un peu dans l'idée, est-ce qu'on est capable de dégager des lois générales en psychosocial à travers le vivant, et sinon quelles sont les différences entre les différentes espèces. Et donc ça, c'est un autre exemple de fréquence, cette fois-ci, d'articles utilisés dans l'introduction de son article sur la facilitation sociale, où on voit que finalement, en fait, pour aller justifier sa problématique théorique et justifier l'intérêt de son expérience, dans son introduction, il fait appel à plusieurs travaux antérieurs en psychologie sociale, dont un nombre important de travaux sur d'autres organismes. Donc plusieurs tâches impliquées sur plusieurs organismes. Donc on voit vraiment une perspective qui, pour le coup, est vraiment une perspective biologique au sens on s'inscrit dans le vivant pour aller étudier le phénomène psychosocial d'intérêt. Et je trouve que cette perspective-là, elle est très bien résumée par cette autre citation, où Zions il nous dit en fait qu'on s'intéresse à l'apprentissage,
qu'on s'intéresse à la motivation, qu'on s'intéresse à la perception, on devient des psychologues sociaux quand on regarde ce qui se passe au moment où on est deux dans la tâche. Et en fait, il fait une définition de la psychologie sociale qui est, j'ai envie de dire, basique, dans le sens où elle est, c'est la plus pure possible, dans le sens où elle est la plus inclusive. Donc il n'y a pas beaucoup de détails dans cette définition, mais lui, vraiment, il prend, on va dire, la discipline au pied de la lettre. C'est si c'est psychologique et social, ça veut dire qu'on étudie des choses psychologiques dans un contexte social. Ça veut dire quoi? Quand on est plusieurs. Donc il est assez épuré dans sa définition. Et c'est une définition en fait qui est très liée, je trouve, à une définition plus ancienne de la psychologie qui avait été proposée par Piron dans un livre qui est extrêmement intéressant, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « De l'actinier à l'homme », où Piron, en fait, il considère vraiment la psychologie en termes de niveau d'organisation, encore une fois. Il dit, si des gens en physiologie cherchent à comprendre la reproduction via des systèmes d'hormones, etc., par exemple chez des cerfs, on a beau très bien connaître les processus de reproduction d'un point de vue hormonal, si on n'est pas capable de comprendre le point de vue comportemental de reproduction entre les mâles et les femelles chez des cerfs, par exemple, etc., on n'a pas compris la reproduction. Et donc, Piron, ce qu'il dit, encore une fois, niveau d'organisation, la psychologie, c'est quand on est au niveau du comportement, quelle que soit l'espèce. Donc, on a vraiment une analogie, finalement, de définition que Zions a extrapolée, à mon sens, à la perspective sociale. Voilà. Alors, ce qu'on pourrait se demander... dans sa perspective, c'est finalement, mais est-ce que ce qu'il fait, c'est de l'éthologie? Est-ce que c'est de la psychologie comparée? Dans quel cadre on se situe? Alors, visiblement, d'après les écrits, d'après ce que j'ai lu, mais après, mes lectures ne sont pas exhaustives, l'éthologie, il était plutôt en conflit avec l'éthologie, parce qu'il considérait que c'était une discipline qui était, en fait, où les théories tenaient pas vraiment debout, elles n'étaient pas vraiment validées par les preuves. Alors, je pense que c'est pas totalement vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'il pensait visiblement à l'époque. Et donc, c'est plutôt lui, en fait, qui avait un peu une dent contre l'éthologie, visiblement, à cette époque-là. Et pour la psychologie comparée, c'était un peu l'inverse. C'était plutôt la psychologie comparée qui n'était pas trop contente de ce qu'il faisait, parce qu'il mettait tout dans le même panier. C'est-à-dire qu'il faisait de la psychologie sociale où il se disait on fait un bouquin de psychosocial où on met tous les animaux ensemble, alors que les gens à l'époque en psychologie comparée, ils voulaient vraiment comparer ce qui était comparable, être sûr que c'était exactement les mêmes processus qui étaient impliqués, etc. Donc il y avait quel que soit le champ, en fait, il y avait une incompatibilité entre la perspective de Zions et ces perspectives-là. Probablement qu'aujourd'hui ce serait moins le cas, mais en tout cas à l'époque, il était assez séparé de ces champs-là finalement. Même si au final, il publiait quand même beaucoup dans des journaux de psycho-comparés. Voilà. Donc, la perspective qui est proposée, en fait, par les personnes qui ont travaillé avec lui, pour expliquer dans quel cadre il se place pour étudier d'autres espèces en psychosocial, c'est ce qu'ils appellent la perspective des modèles animaux, donc un peu comme ce qui se fait maintenant en écologie, donc pas modèle animal au sens... modèle pour aller extrapoler aux humains, mais modèle animal au sens où chaque animal est un modèle particulier sur lequel on peut étudier du comportement, de la cognition, des émotions, etc. Donc pour dire que même si on a beaucoup de disciplines qui étudient en fait les comportements, la cognition et les émotions des espèces vivantes, et en fait il y a quand même beaucoup de différences de cadre de travail qui fait qu'on a des disciplines encore séparées. Donc voilà pour la perspective de Zions, c'est qui à mon avis, moi que je trouve assez riche et trop rare dans la littérature. Trop rare parce que très souvent, en fait, une grande partie d'articles qui étudient la psychologie et la psychologie sociale en particulier chez les autres animaux, c'est souvent pour aller extrapoler aux humains. On se dit qu'est-ce que ça va m'apporter d'aller étudier une souris ou un lapin pour aller mieux comprendre le comportement des humains. Alors c'est une perspective qui a ses intérêts, encore une fois, je ne fais pas une critique dans l'absolu de cette perspective, mais en fait c'est quasiment la seule perspective qu'on voit aujourd'hui dans la littérature, de se dire si on utilise d'autres animaux, il faut bien que ça nous serve à comprendre les humains. Zions, s'il n'en était pas là, lui il disait si on utilise des animaux, c'est pour comprendre les animaux et pour comprendre les processus psychosociaux qui sont mis en jeu dans le vivant. Donc on a une perspective, autrement dit, on peut étudier d'autres animaux en restant anthropocentré. Ce qui n'était pas le cas de Zions, puisque lui, il étudiait les autres animaux pour les processus et non pas pour l'humain.
Donc ça, c'était dans les années 65-75. Il y avait un background comment dire, favorable, puisque dès les années 1935 et même avant, en fait, on pourrait remonter à Darwin sur les travaux dans l'étude des émotions, mais si on reste, on va dire, au siècle précédent, le handbook de psychologie sociale en 1935, dedans on avait des animaux, des bactéries, des plantes, plein d'animaux différents, enfin voilà. Là c'était la psychosociale, donc là j'ai fait une présentation qui était plutôt axée sur les autres animaux. J'ai hésité à mettre aussi des bactéries et des plantes, mais je me suis dit que ce serait peut-être un peu too much. Donc je suis resté focalisé sur les animaux pour l'instant, mais en tout cas à l'époque, en 1935, ils mettaient tout dedans. Et voilà, là c'était à fond perspective biologique. Et ça s'est vite dégradé. Donc en 54, donc là 68, entre 54 et 68, c'est là où Zions faisait ses travaux. Il y avait encore un petit peu d'organismes non humains dans les manuels de psychosocial. Enfin là c'est le handbook de psychosocial. Donc on voit que ça diminue beaucoup par rapport à la première version. Et puis à partir de 85, donc la période à laquelle Zions a un peu arrêté de travailler sur les autres animaux, on passe à 0% d'organismes non humains dans les ouvrages de psychologie sociale. Et en feuilletant un petit peu les ouvrages plus récents, c'est un petit peu la même chose encore. Il y a rarement d'autres animaux dans les ouvrages de psychologie sociale. Alors, est-ce que ça veut dire que ça s'est complètement arrêté ? Pas exactement. Je vais prendre un exemple, c'est pas parce que je suis chauvin, mais c'est parce que je connais mieux ce contexte-là, de ce qui s'est passé par exemple au LABSCO dans les années 90. Il y a un ancien chercheur qui est arrivé dans les années 90 qui s'appelle Bruno Corbara, qui est un maître de conférence qui enseigne à la faculté de psychologie, que moi j'ai eu en cours et qui m'a vraiment ouvert sur une discipline. En fait, il enseignait l'éthologie, l'écologie expérimentale, etc. Donc, en plus d'être quelqu'un de très gentil et très compétent, c'est un excellent enseignant qui est très passionnant. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Et maintenant, il a quitté le LABSCO. Donc, il fait quasiment plus de comportement. Il fait de l'écologie classique dans un laboratoire d'écologie. Mais à l'époque, il était au LABSCO. Et il a encadré des travaux sur l'étude de la coaction chez les fourmis. Il étudiait aussi la régulation sociale chez les fourmis. Donc, il y avait vraiment une partie des travaux du LABSCO, donc laboratoire de psychologie sociale, qui s'intéressait à d'autres espèces. Donc, Bruno Corbara était spécialiste des fourmis, donc il travaillait là-dessus. Mais disons que ça ne s'était pas arrêté complètement. Il restait des labos qui s'intéressaient un peu à ça, même si ça restait un petit peu minoritaire. Plus récemment, donc je reste dans un contexte psychosocial dans le sens où les auteurs de l'article sont des gens de psychosocial, Pascal Huguet, Clément Beltier, Jean-Marc Monteil. Donc là, c'est une étude sur l'influence sociale sur le contrôle cognitif. Donc là, on est chez les primates, donc on est dans une perspective très différente. Mais on voit qu'il y a encore des gens dans les années 90 puis 2000 qui faisaient des études sur des animaux non humains en psychologie sociale. Ça reste des exemples très isolés, évidemment, dans la littérature. Si on fait une recherche systématique de littérature, il y a un très petit nombre d'articles qui utilisent cette perspective en psychologie sociale. Et puis plus récemment encore, donc, un maître de conférence qui a été recruté il n'y a pas longtemps à Clermont, au LABSCO, qui s'appelle Guillaume Dezecache, qui, en plus d'être très compétent et très gentil, fait des choses très intéressantes au niveau... il a beaucoup de projets de recherche diversifiés et il travaille notamment sur les comportements sociaux des animaux non humains et il développe des projets aussi là-dessus au LABSCO. Donc, il reste soit au niveau des institutions, soit au niveau des publications, quelques activités de recherche sur les animaux non humains en psychologie sociale. Mais ça reste évidemment très minoritaire. Il y en a très 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 peu. Pour finir sur cette partie un peu évolution historique, comment ça se passe en termes d'institutions ? Alors là, c'est là que ça commence à devenir un peu compliqué. Donc au CNRS, la psychologie, elle est plutôt dans la section 26, même si la psychosociale y est très peu représentée. À ma connaissance, il n'y a plus que Pascal Huguet en psychologie sociale vraiment dans cette section, qui s'appelle Cerveau, Cognition, Comportement. Donc dedans, il y a la psychologie, les neurosciences, l'éthologie, en gros. Neurosciences plutôt, neurosciences cognitives, voilà.
et qui est affilié principalement à l'Institut national des sciences biologiques, donc au CNRS, et en secondaire à l'Institut des SHS. Mais le comportement social est aussi étudié plutôt dans une perspective d'écologie comportementale en section 29, donc là on n'a pas du tout de psychologue, qui elle est affiliée donc, cette fois-ci en secondaire aux sciences biologiques et en premier à l'Institut plutôt focalisé sur l'écologie. Et cette division institutionnelle du CNRS, elle est représentative d'une division qui est un peu plus large en fait, c'est une division de la biologie plus contemporaine, où on a un peu une rupture au niveau de l'organisme. Ce qui est en dessous, on continue à l'appeler biologie ou sciences du vivant, et ce qui est au-dessus, donc ce qui est population, communauté, écosystème, ça devient de plus en plus en fait des sciences soit environnement, voilà. Donc on a quand même une rupture dans la biologie, une rupture en deux. Et une rupture qu'on voit un peu dans les sections aussi CNU. Alors, je me suis trompé, c'est pas 26, c'est 69, là, la section éthologie neurosciences. Donc, les neurosciences, elles sont 69 avec l'éthologie, ce qui pose pas mal de problèmes des fois, parce qu'il y a des éthologues qui font pas de neurosciences, donc ça pose quelques soucis des fois au niveau disciplinaire. Et les gens qui font de l'écologie comportementale sont plutôt en section 67, en biologie des populations écologie. Donc les ruptures en fait disciplinaires et institutionnelles dépassent très largement la psychologie dans l'étude du comportement. Et nous, du coup, on est en section 16, on est en SHS. Donc normalement, j'aurais pas le droit d'être en section 16, mais on le dira à personne. Et puis, il y a aussi l'INRAE qui fait un petit peu de projets de recherche sur le comportement animal, mais un petit peu plus appliqué. Donc ça, c'est l'état des institutions en France. Au passage, on remarque, j'aime bien essayer de réfléchir là-dessus, parce que souvent, il y a une corrélation idéologique entre l'anthropocentrisme et le cervocentrisme. À la base, cette section, c'était une section qui s'appelait de mémoire psychologie et psychophysiologie. Et le nom a changé en cerveau, cognition, comportement. Donc on a le cerveau qui arrive vraiment dans le nom. Donc on voit vraiment que l'étude du cerveau, la centration sur le cerveau, a pris un impact un petit peu dans les programmes de recherche. Puis on le voit avec tous les programmes en IRMF, etc. Donc sur les outils utilisés, il y a vraiment, en plus de l'anthropocentrisme dans l'étude du comportement, il y a aussi beaucoup de cervocentrisme. Alors, ce qui peut avoir du sens parce qu'on sait quand même évidemment que le cerveau a un rôle à jouer dans le comportement, c'est une surprise pour personne, mais quand même, on s'est un peu centré sur le cerveau et les organismes, en fait, on reste au niveau vraiment de l'organisme entier, c'est plutôt les écologues qui savent bien faire ça. Donc voilà pour la petite histoire d'évolution des institutions et des travaux. Alors c'est une histoire très parcellaire, très morcelée, hein, évidemment, c'est loin d'être exhaustif. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui se passera peut-être demain dans cette perspective-là? Alors, on dirait que j'ai complètement copié sur la présentation de David d'hier, mais promis, même si je n'ai pas enregistré, c'était prévu avant. Les nouvelles pratiques de recherche, en fait, ont remis un peu au goût du jour certaines études en psychologie sociale animale, et notamment les études de Zions. Donc, il y a 2 efforts de réplication qui sont proposés. Un premier effort de réplication qui est une étude déjà finalisée, publiée dans Psychological Science en 2020, oui, c'est ça. Et un deuxième effort de réplication qui, lui, en fait, c'est un registered report. Donc, en fait, ils sont encore à la première étape. Ils ont publié dans Journal of Experimental Social Psychology la première étape avec intro, méthode, etc. Mais, donc ça, c'était en 2019 et il n'y a toujours pas les résultats. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, pour le moment, de répliquer, en fait, il n'y a qu'une étude sur les 2 où on a les résultats. Alors, si on regarde les résultats au global, on ne réplique pas l'étude initiale de Zions, puisqu'en fait, on a une augmentation, donc ça, c'est le temps de parcours du dispositif. On a une augmentation, en fait, du temps de parcours, donc on a une diminution de la performance quand on a une audience. Donc, on a vraiment un effet principal de l'audience qui vient inhiber socialement la performance des cafards. Et on a un effet évidemment de la tâche. Les cafards mettent moins longtemps à faire une ligne droite plutôt qu'un virage, mais on n'a pas d'effet d'interaction entre les deux. C'est-à-dire que quelle que soit la difficulté de la tâche, on va avoir un effet d'inhibition sociale. Donc là, on peut se dire, bon, on ne réplique pas les travaux, mais quand même, pour moi, le plus intéressant dans cette étude, c'est qu'en fait, elle permet de voir ce qui probablement ne marchait pas très bien dans l'étude originale.
Parce que justement, ils ont une perspective science ouverte, alors qui n'était pas parfaite, mais personne n'est parfait dans la science ouverte. Le but du jeu, c'est d'y aller petit à petit. Mais ils ont fait deux trucs vraiment très chouettes. C'est, premièrement, ils ont préenregistré l'étude et ils ont vraiment déclaré toutes les déviations qu'ils ont fait par rapport au protocole original. Et pour vous donner une idée d'un premier souci qu'on a avec la tâche, c'est qu'en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il considérait que l'essai il était raté si, durant les 5 premières minutes, en fait, le cafard ne rentrait pas dans le dispositif. Donc, il laissait un temps d'attente possible au cafard de 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, il se disait, le cafard, il ne va pas faire la tâche, on le met de côté. Et donc, le cafard, il avait le droit de faire 10 essais en tout. Chaque cafard avait le droit de faire 10 essais. Et eux, ils avaient préenregistré qu'ils garderaient pour les analyses les cafards qui ont réussi au moins 8 essais sur les 10. Genre ceux qui ont quand même pas mal fait la tâche. Mais en fait, quasiment aucun cafard n'a fait les 8 essais sur les 10. Ils ont été obligés de prendre 2 essais réussis sur les 10. Ils ont sélectionné dans l'étude finale pour les résultats finaux. Là, on a vu les résultats pour les cafards qui ont réussi au moins 2 essais sur les 10. Parce que la tâche, elle ne marche pas très bien, visiblement. En fait, les cafards, même s'il y a de la lumière, ils ne s'en vont pas du dispositif. Donc on a un premier petit souci, c'est que la tâche, elle n'a pas l'air de super bien marcher. Peut-être c'est la réplication qui a été mal faite, on le saura avec la prochaine étude, mais ils ont quand même fait vraiment beaucoup d'efforts pour essayer de respecter le protocole original. Donc voilà. Premier souci potentiel. Deuxième souci, et je terminerai rapidement. Alors normalement j'avais des vidéos, mais on verra. Deuxième souci qu'on peut voir, alors c'est pas un souci nouveau en fait dans la littérature sur la facilitation sociale, il y a plusieurs auteurs qui proposent dans plusieurs manips qu'il peut y avoir en fait un effet de distraction sociale, c'est-à-dire que la présence d'autrui, au lieu de faciliter la performance à une tâche, elle peut la dégrader de plein de manières. Et une des explications, ça peut être de la distraction, le fait qu'il y ait autrui dans une pièce, ça distrait les participants. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ces auteurs-là, sur la réplication, c'est qu'ils ont partagé certaines vidéos de cafards qui faisaient la tâche. Et ils se sont rendus compte, eux, alors je pense qu'ils doivent avoir toutes les vidéos, nous on n'en a qu'une par condition sur Open Science Framework, mais eux, ils ont remarqué en fait qu'il y avait probablement un effet de distraction parce que les cafards, quand il y avait d'autres cafards, ils se rapprochaient un peu des bords, donc ils déviaient du parcours. Et donc du coup, c'était quasiment impossible que la présence sociale augmente la performance à la tâche parce que vu qu'il y avait distraction, il y avait forcément allongement du temps de parcours. Je ne sais pas si... Ah bah si, ça va... Ah ouais, pourquoi c'est... Je sais pas. Alors du coup, je vais vous les montrer à la main, on va dire. Alors, audience... ok. Donc là, le cafard, il est tout seul et il doit aller en ligne droite. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, parce que il est paramétré en... Oui, il était paramétré en PowerPoint, ok. Hop. Ah il est déjà arrivé, lui, il courait vite. Hop, voilà, lui, il a réussi. Il a fait son essai. Un petit exemple, donc encore tout seul, mais là, il doit faire un virage. Vous voyez qu'ils ne sont pas forcément pressés de partir non plus. Le background dans Zion, ses collaborateurs, c'est en gros, il y a une photophobie chez les cafards, ils n'aiment vraiment pas la lumière, du coup, ils vont s'en aller quand il y a de la lumière. Bon, pas tout le monde, quoi. En tout cas, dans le dispositif, c'est pas systématique. Mais bon, il est allé au bout. Et après, du coup, les exemples avec audience, ils sont assez intéressants. Alors, eux, ils en ont plus, donc c'est plus facile, je pense, pour eux de faire des conclusions sur les effets de distraction, même d'un point de vue qualitatif. Déjà, c'est à ça que ça sert aussi d'avoir tout ce matériel. Donc pareil, il n'est pas méga pressé de sortir non plus.
Alors, on voit quand même bien qu'il y a probablement la photophobie, comment dire, c'est pas bullshit comme on disait tout à l'heure, puisque là, les cafards des salles d'audience, ils se réfugient quand même loin de la lumière. Donc, on voit bien qu'ils sont pas super fans de la lumière, mais pour la tâche, visiblement, ça les fait pas partir si vite que ça, quoi. Donc, il doit y avoir d'autres contraintes mises en jeu qui font qu'ils partent pas tout de suite. Moi, j'ai deux, trois petites idées sur la question, mais c'est une autre question. Donc lui, il a mis pas mal de temps à partir, et l'exemple que moi j'aime bien, c'est dans l'exemple de labyrinthe, enfin de labyrinthe, où il doit faire un virage, où sur la fin, il va aller mettre un petit peu le nez vers les autres pour voir ce qui se passe. Il dit, ah tiens, il y a peut-être 2-3 copains. Je ne suis même pas sûr que ce soit ça, ça se trouve c'est juste qu'il s'arrête pour faire une pause parce qu'il est fatigué, mais en tout cas, il y a plein d'explications alternatives qui peuvent expliquer le fait que les résultats ne soient pas répliqués. C'est pas forcément que le phénomène n'existe pas, c'est peut-être la manip en fait qu'il faudrait améliorer pour détecter l'effet. Donc moi je trouve cette perspective science ouverte, elle nous permet, que ce soit le préenregistrement ou le partage du matériel, ça nous permet d'avoir un aperçu un petit peu méthodologique sur les problèmes qui peuvent expliquer le souci de réplication. Il me reste combien de temps à peu près? Un quart d'heure, ok. Du coup, ce qui est assez intéressant aussi, et ce qui moi me fait dire qu'il y a un moment d'histoire en ce moment, un moment d'histoire scientifique sur les enjeux et sur les objectifs théoriques et sur les propositions méthodologiques, c'est qu'en fait tous les problèmes qui sont censés être à l'origine finalement des pratiques sciences ouvertes, des réplications, c'est-à-dire tous les problèmes de taille d'échantillon, de problèmes d'échantillonnage, des problèmes de données manipulées, etc. On n'est pas les seuls à les avoir, il y a plein de disciplines qui les ont. Et les problèmes qu'on observe dans les autres disciplines qui étudient le comportement animal, comme par exemple l'éthologie ou l'écologie comportementale, et les solutions qui sont envisagées, en fait, c'est un peu les mêmes que ce qu'on a partagé, nous, en psychologie, sauf que nous, on l'a fait avant, surtout en psychologie sociale. Mais les propositions sont assez similaires. Et c'est même des champs disciplinaires qui acceptent volontiers que finalement, c'est la psychologie qui les a encouragés à aller vers des nouvelles pratiques de recherche. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, même si évidemment les humains ont des caractéristiques particulières en termes de comportement, de cognition et d'émotion, mais éventuellement un poulpe ne va pas fonctionner de la même manière qu'une fourmi, une grenouille ne va pas mais on a quand même des points communs, c'est-à-dire qu'on a des variabilités similaires dans nos données. On utilise des méthodes d'analyse de données qui se ressemblent, les comparaisons de modèles en écologie comportementale, en éthologie ou en psychologie, c'est un peu pareil. Les théories sont parfois différentes, mais en fait, il y a des mécanismes qui sont connexes ou des fois même qui s'overlappent. Je pense qu'il y a plein de littératures en fait, qui font la même chose et qui travaillent en parallèle, juste qui donnent des noms différents. Mais voilà, les nouvelles pratiques de recherche, en fait, elles tissent encore une fois du lien entre différentes disciplines qui avant étaient séparées, mais qui étudient toutes les comportements sociaux des espèces vivantes. Et un exemple, c'est l'exemple de l'échantillonnage. Nous, en psychologie sociale et enfin en psychologie humaine, on a ce problème qui a été débattu depuis de nombreuses années sur les échantillons weird, donc des pays occidentaux, industrialisés, riches, éduqués, etc. Mais chez les non-humains, en fait, on a un petit peu le même souci. Finalement, les personnes qui travaillent dans ce champ-là, en fait, encouragent vraiment les scientifiques à aller se soucier des biais d'échantillonnage qu'ils ont dans leurs échantillons, au même titre que la psychologie humaine l'a fait avec les échantillons weird. Et il y a un cadre qui a été créé en référence aux échantillons weird qui s'appelle le cadre Strange. Donc c'est assez bien trouvé finalement, où un certain nombre de critères à considérer pour évaluer la manière dont les échantillons sont biaisés est considéré. Alors il y a des critères pour nous qui ne sont pas du tout nouveaux parce qu'en psychologie expérimentale, c'est ce qu'on appellerait simplement des biais expérimentaux. Donc il y a des trucs pour nous, c'est juste un peu réinventer la roue.
Mais il y a des trucs, par exemple, le point 2, là, Trappability and Self-Selection, en fait, c'est le fait que, par exemple, quand on capture des animaux pour aller étudier leur comportement, on peut avoir un biais de sélection dans le sens où les animaux qui sont plus facilement capturés, peut-être qu'ils ont des profils comportementaux différents. Et nous, nos étudiants en psychologie, on les capture plus facilement et peut-être qu'ils ont des profils comportementaux différents des autres humains. Donc on peut voir des analogies sur les différentes perspectives. Et j'ai aussi surligné le dernier point, le point 4, Acclimatation and Habituation. C'est un point que je trouve vraiment capital et même qui n'est pas forcément souvent considéré en psychologie humaine. C'est en fait l'impact d'une situation expérimentale sur les participants. Ça a été étudié, il n'y a pas de souci. Mais la transition entre le moment où vous n'êtes pas dans l'expérience et le moment où vous êtes dans l'expérience, ça crée une modification de contexte, un stress potentiel, etc., etc. Alors quand on fait venir nos participants, des fois en labo, des fois peut-être on les fait attendre un petit peu pour que le stress descende, etc. Chacun a ses petites méthodes. Mais par exemple, si je prends l'exemple des expériences sur la facilitation sociale chez Science, on peut bien imaginer qu'un cafard qui soit pris dans un milieu dit naturel ou en milieu d'élevage, vous le mettez dans un nouveau dispositif. Ça, c'est connu, le fait que manipuler l'animal, ça va procurer potentiellement un stress. Or, le stress, c'est quoi? D'un point de vue psychophysiologique, on va avoir une activation psychophysiologique. Or, comme vous le savez toutes et tous, le drive et l'activation psychophysiologique de manière plus générale, c'est le mécanisme par lequel Science expliquait les effets de facilitation sociale. Donc là, sur ce problème d'échantillonnage, en termes de biais méthodologiques chez Science, ça pourrait être une piste d'explication. Peut-être qu'il faudrait faire attendre les cafards plus longtemps dans le dispositif, mais la tâche n'a pas encore commencé, pour être sûr qu'ils reviennent à un niveau d'activation de base et que la tâche soit faite dans de meilleures conditions. Et personnellement, c'est les sujets d'études qui m'intéressent en ce moment, un peu à l'interface entre la méthodologie et la psychologie sociale. Et je terminerai par... Voilà. Hier, on discutait par rapport justement aux idées de génie et comment est-ce qu'elles arrivent, les idées de génie. Des fois, il y a des idées vraiment qui arrivent et qui sont hors de leur temps, qui sont très en avance de leur temps. Et puis, il y a des idées qui arrivent parce qu'en fait, c'est le moment. Ça commence à bouillonner un petit peu dans les communautés scientifiques. Et puis, il y a des personnes qui font émerger ça, mais c'était sous-jacent. Et de ma perception, qu'il s'agisse de phénomènes, on va dire, culturels, alimentaires, politiques, etc., ou de tendances scientifiques, la tendance scientifique à aller s'intéresser aux comportements sociaux des autres animaux, à mon avis, c'est une opinion, il faudrait voir à quel point ça corrèle vraiment, c'est lié avec une autre perspective de recherche qui, pour le coup, là, est anthropocentrée, mais qui va s'intéresser aux interactions entre les humains et les autres animaux. Donc récemment, il y a une société scientifique et un journal en accès ouvert d'ailleurs qui s'est créé là-dessus, qui s'appelle FAIR, donc Psychology of Human-Animal Intergroup Relation, et qui s'intéresse à l'étude des interactions entre les humains et les autres animaux, et notamment la manière dont les humains vont traiter, interagir avec les autres animaux. Donc finalement, même si ça reste de la psychologie humaine et qu'on ne peut peut-être pas le considérer fondamentalement comme une perspective biologique, ça reste une perspective science humaine, c'est anthropocentré, etc. Mais on s'intéresse à un exogroupe qui était un peu négligé auparavant, c'est l'exogroupe des autres animaux. Ce n'est pas seulement des exogroupes culturels ou ethniques ou sociaux, etc. humains, mais on a un exogroupe qui sont les autres espèces vivantes. Alors ça, pour le coup, je vous disais que les travaux que je vous présentais précédemment, c'était relativement minoritaire. Ça, par contre, c'est en plein développement. Il y a les travaux de Christophe Donte, il y a beaucoup de psychologues sociaux en psychosociale humaine qui s'intéressent à ça. Et en France, je prends un exemple particulier de travaux que j'aime beaucoup, qui ont été faits récemment par Laurent Bègue à Grenoble et Kevin Vézirian, qui soutient sa thèse très bientôt d'ailleurs, qui ont répliqué les études de Milgram, sauf qu'au lieu de mettre un compère qui se faisait prendre des électrochocs, en fait, ils ont mis un faux poisson, mais un faux poisson qui est très réaliste. Et du coup, ils regardaient, alors après, avec plusieurs manipulations expérimentales, plusieurs variables d'idéologie, etc., mais ils regardaient à quel point les gens allaient administrer en fait, des doses de poison à ce poisson pour des raisons dites de recherche en pharmacologie. Donc, ils ont adapté un petit peu le contexte. Mais voilà, du coup, là, on a une nouvelle cible, entre guillemets, qui est là, et un exogroupe animal.
Donc c'est un champ de recherche qui est en plein développement, et en France, voilà, on a des gens qui travaillent là-dessus, et ça fait des protocoles très chouettes, très, très élaborés, que je trouve très séduisants. Donc voilà, ce que je vous disais, à mon sens, il y a une convergence en fait d'intérêt pour les autres espèces. J'ai le sentiment qu'on sort un petit peu d'une ère anthropocentrée où finalement on se disait le cerveau et les humains ça suffit, on n'a besoin que de ça. Et maintenant, dans les processus de recherche, même chez les humains, on se rend compte que quand même les autres trucs, ça compte quand même, et qu'on ne vit pas de manière isolée par rapport au reste de notre environnement et de notre écosystème. Et ça fait... alors, ce cas des interactions entre les humains et les animaux, c'est un cas spécifique, mais plus récemment, en éthologie, en fait, encore une fois, c'est pour ça que je parle de moment, parce que tout sort un peu en même temps, il y a plusieurs équipes de recherche qui se disent il faut qu'on fasse un effort pour aller étudier les interactions sociales entre différentes espèces. Pour l'instant, la quasi-totalité des travaux se concentre sur les interactions sociales au sein d'une même espèce, et il y a des interactions sociales entre plusieurs espèces partout. Je veux dire, même dans les villes, il y a des pigeons, des chats, des chiens, il y a des endroits où il y a des lions, des éléphants. Enfin, voilà. Les animaux et les espèces vivantes en général ne vivent pas de manière isolée les unes des autres. Donc les interactions sociales peuvent très bien se produire entre plusieurs espèces, mais jusque-là, c'était négligé. Donc il y a vraiment des appels à aller se focaliser sur l'étude des interactions sociales entre différentes espèces animales. Oh non, ça je ne vais pas trop avoir le temps, donc on en discutera peut-être après. Alors, quelques champs possibles d'application de la psychologie sociale non humaine. À mon avis, il y a pas mal de champs classiques de la psychosociale qui peuvent être concernés, donc la facilitation sociale, mais aussi l'étude des comportements prosociaux, les processus de formation de groupe et de dynamique de groupe. Certains aspects de cognition sociale aussi sont éligibles à des études avec des animaux non humains. Donc on a vraiment, à mon avis, un spectre assez large de thématiques classiques de psychosocial qui pourraient être étudiées sous un spectre du vivant et non seulement d'un spectre anthropocentré. Et j'en finirai là pour être à peu près dans les temps. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et je vous mets quelques références ici.